Je ne vous apprends rien en disant ça, mais Google Maps est la base de données parfaite pour trouver des TPE et PME. On a un ciblage clair, des données cohérentes, une présence internationale. Mais bien que ces données soient accessibles à littéralement tout le monde, le scrapping de ces données, lui, est beaucoup plus délicat. Que je me fasse bien comprendre, scraper quelques centaines de leads, ce n'est pas la même chose qu'en scraper quelques dizaines de milliers. Scraper 5 colonnes, ce n'est pas la même chose qu'en scraper 35. Mais peut-on faire les deux en même temps? Peut-on scraper Google Maps à grande échelle, voire même à très grande échelle, et en même temps obtenir des données les plus exhaustives possibles? Dans cette vidéo, on va comparer deux méthodes. La première méthode sera un peu débrouille. On va se creuser la tête et utiliser un peu de technique pour arriver à nos fins. La deuxième méthode, elle, sera beaucoup plus centralisée. Beaucoup plus simple aussi parce qu'on aura besoin d'absolument zéro compétence technique. Et cette méthode, elle porte un nom, scrap.io. Je vous en parle plus en détail dans un instant. Le lien est d'ores et déjà en description. On va commencer par la première méthode, à savoir la méthode débrouille. L'objectif, c'est de scraper un maximum de restaurants, mais pas à l'échelle d'une ville, ni même à l'échelle d'un département, ni même à l'échelle d'une région, mais bel et bien à l'échelle de la France entière. Et le problème, c'est évidemment qu'on ne peut pas faire ça directement. En d'autres termes, ce qu'on va devoir faire, c'est d'identifier les différentes communes en France. Et croyez-moi, il y en a un paquet. Puis par la suite, d'insérer ces différentes communes sur Google Maps et de faire une boucle que l'on va répéter 34 000, 35 000 ou 36 000 fois. Cela donnera donc restaurant à proximité de Paris, puis restaurant à proximité de Strasbourg, de Lyon, de Marseille, etc. Ce que vous devez faire du coup dans un premier temps, c'est de scraper la liste de ces communes. Il se trouve qu'il y a un site qui répertorie l'entièreté des communes, donc ça tombe bien. Vous voyez que sur ce site-là, on a les départements. Donc là, par exemple, le département de l'Ain, et on nous dit qu'il y a 419 communes qui sont présentes sur la fiche d'après, sur l'URL d'après. Elles sont répertoriées juste ici. On va du coup créer un scrapper en partant de cette URL de départ. Pour le scrapper, utilisez celui que vous voulez. Pour ma part, je vais utiliser Octoparse. Je copie l'URL, je le colle et je clique sur Start. Alors, à noter que pour faciliter un peu le processus, il y aura quelques formules à insérer dans notre workflow, dans notre scrapper. Tout ceci pour une question de précision. Et ces formules sont plus communément ce qu'on appelle des XPath. On fera le premier ensemble pour que vous compreniez la logique. La première chose à faire, c'est d'activer le browse mode pour accepter les cookies ou les refuser, de telle sorte que l'on aura accès au visuel du site. Maintenant, on va créer une boucle qui va du coup cibler l'entièreté des départements. Je crois qu'il y en a 101 par défaut. On va la mettre en variable list et on va analyser comment est-ce qu'on termine avec ce XPath. Pour analyser le XPath, je fais un clic droit inspecter. Je clique sur sélectionner un élément sur la page pour l'inspecter et je vais cibler l'URL. Pourquoi l'URL? Parce que tout simplement, on a besoin de cliquer sur cette URL pour arriver sur notre liste de communes. On a un élément A avec un attribut de classe et une valeur de liste. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le XPath de base, le premier que l'on apprend, et le principal, c'est celui-là. On commence par la balise, on met des crochets @attribut, puis on termine par la valeur. J'utilise le XPath Helper, qui est une extension Chrome qui vous permet de vérifier votre XPath plus facilement. Et il se trouve qu'on a bel et bien l'entièreté des départements. Une fois que c'est vérifié, je le mets ici, je clique sur Apply, et vous voyez qu'on a bel et bien l'entièreté des départements qui sont sélectionnés. Alors, on a fait notre boucle, c'est très bien, mais il va falloir cliquer sur les URL que l'on a sélectionnées. Du coup, je rajoute un clic. Le clic, on va dire qu'on sélectionne Relative XPath to the Loop Item et on va ouvrir les URL sur un nouvel onglet, Open in a New Tab. Si vous faites le test, vous voyez qu'on devrait arriver sur ce qu'on appelle plus communément une fiche détaillée. À présent, il va falloir faire une autre boucle, mais cette fois-ci, ça ne va pas être une boucle pour les départements, ce sera une boucle pour les communes. Donc vous l'avez compris, le processus reste sensiblement le même. On va dire qu'on veut une boucle pour cibler les communes et on va changer, on va le mettre en variable list. Et on va insérer ce XPath. Je le colle et normalement on devrait avoir 419 communes. On en avait combien initialement? 419, donc on est bon. Et à présent on va extraire deux données. On va extraire bien évidemment le nom de la commune parce que ça on en aura absolument besoin. On va également extraire le code postal. Ça ce n'est pas obligatoire, c'est plus pour un souci de vérification manuelle. On va commencer par la commune. Je rajoute
une colonne, capture data on the page, je vais dire que je souhaite la commune et j'insère mon XPath. Bon là je vais pas faire un copier-coller parce qu'il y a vraiment que 2 lettres, /A, je clique sur confirmer et on va faire la même chose avec le code postal. Bon là je vous ai mis que c'est rien, ça veut simplement dire que le XPath, on ne met rien, ça veut pas dire que le XPath est égal à rien. Bien évidemment. Donc on va mettre code postal, on clique sur confirmer et on aura le code postal inclus là-dedans. Bien évidemment, c'est pas assez précis, on va devoir nettoyer les données, que ce soit du côté des communes ou du côté des codes postales. Par exemple, pour les communes, vous voyez qu'à chaque fois, il y a marqué le mot commune avant. Et ça, j'ai pas envie de l'avoir, j'ai envie de le supprimer. Auquel cas, je vais faire un nettoyage de données, un clean data, et on va remplacer le mot commune par rien. En d'autres termes, on va le supprimer. On confirme, et ce que je vais faire à présent, c'est de dire que je souhaite commencer à la première majuscule, donc à savoir hébergement Clémentia, hébergement de Varay, etc., etc. Donc je vais faire un clean data. Et là, ça va être un petit peu plus variable. Donc on va devoir écrire une regex. Je vais du coup faire un match with regular expression. On peut utiliser le regex tool si on le souhaite. On a dit que ça commence par une majuscule, donc AZ et point plus. Point pour dire tout et plus pour dire un ou plusieurs. Donc en d'autres termes, tout ce qui se situe après. Et on a bel et bien l'hébergement Clémentia. On clique sur confirmer et sur apply. Et on a quelque chose d'un petit peu plus clean. Idem pour le code postal, on fait un clean data et un match with regular expression. Cette fois-ci, on va utiliser le regex tool et on va dire qu'on veut sélectionner tout ce qui se situe après le terme code postal. On dit que ça commence par code postal. On fait un generate, on supprime tout ce qu'il y a après, on garde juste la première partie et pareil on fait un point plus et on aura le code postal. Tout ce qui reste à faire c'est de rajouter certains temps d'attente pour fluidifier le scrapper. Je vais cliquer sur ma loop de la commune, je vais attendre disons 5 secondes, je clique sur apply à chaque fois. Sur le click item, le premier, je vais rajouter une petite seconde, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et pareil pour la loop item, je rajoute une petite seconde. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir sauvegarder mon workflow et cliquer sur Run. Pour obtenir nos données, on peut cliquer sur Standard Mode, soit sur Run on your device ou sur Run in the cloud. On a à présent nos données. En termes de temps d'exécution, on est sur du 48 minutes si jamais vous avez choisi l'option sur le cloud et sur du 1 heure et 5 minutes si vous avez choisi la version on your device. Bref, on a nos 36 000 lignes et des brouettes, il ne reste plus qu'à les exporter, disons dans un fichier Excel ou CSV. Au final, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Mais il y aura une première anomalie, entre guillemets, c'est que vous allez avoir 2 fichiers et non pas un seul. En réalité, c'est parce que vous ne pouvez pas avoir plus de 20 000 lignes sur le même fichier Excel ou CSV. D'ailleurs, c'est assez facilement vérifiable. Vous voyez ici, on en a 20 000. Et pour le second, on devra en avoir 16 000 et quelques. Mais encore plus, c'est que nos fichiers ils ne sont pas terminés en tant que tels. Parce qu'on l'a dit, nous ce qu'on recherche, ce sont les keywords et pas uniquement les noms des communes. Donc on ne veut pas obtenir Bailey, on veut obtenir restaurant à proximité de Bailey. Donc on va devoir notamment rajouter un préfixe. Mais avant ça, on va évidemment devoir supprimer les doublons et fusionner les 2 fichiers, entre autres. Donc tout ça, ça peut évidemment être fait sur Excel, mais Excel, j'aime pas trop ça. Du coup, je vais plutôt utiliser la librairie Pandas de Python. On va devoir simplement écrire les lignes de code qui vont nous permettre de modifier nos fichiers. Pour ce faire, j'ai créé au préalable un environnement virtuel et on va utiliser 2 librairies spécifiquement, à savoir Pandas ainsi que OpenPXL qui va nous aider à manipuler les fichiers Excel, justement. J'utilise JupyterLab comme éditeur de texte. Je vais du coup taper py/m JupyterLab sur mon terminal. Nous voici sur JupyterLab. Avant d'écrire les lignes de code ci-dessous, assurez-vous d'abord de créer un nouveau notebook ainsi que de copier-coller vos 2 fichiers Excel dans l'endroit où se trouve votre notebook. Une fois que c'est fait, on va commencer par importer la librairie Pandas ainsi que de créer 2 data frames, donc df1 et df2, pour nos 2 fichiers. Si j'exécute cette ligne, vous allez avoir df1 avec 20 000 lignes ainsi que df2 avec 16 000 lignes. Il faut par la suite les concaténer, c'est-à-dire les regrouper en un seul fichier. On va le mettre dans une variable qu'on va appeler finale. On va du coup concaténer df1 et df2. On vérifie du coup notre fichier final. On a bel et bien 36 000 lignes. Par la suite, on va supprimer les potentielles lignes vides. À partir du moment où il y a une ligne vide, que ce soit dans la colonne commune ou dans la colonne code postal, on supprime la ligne tout simplement. On va gérer le problème du code postal. Alors c'est quoi le problème du code postal? Si jamais on regarde, on voit qu'on a 1300, alors qu'au départ, si vous vous souvenez bien,
on avait 0,1300. Et ça, c'est dû au fait que Pandas va identifier cette colonne comme étant un chiffre et non pas comme étant un texte. Et de ce fait, 0,1300, ça donne 1300. D'ailleurs, on peut s'en assurer assez rapidement. Si jamais on fait final.dtypes, on voit bel et bien que commune, c'est un objet donc du texte, mais code postal, c'est un integer, donc un chiffre. L'idée, c'est en quelque sorte de transformer cette colonne code postal et de dire non, 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 je ne veux pas un chiffre, je veux un texte. Donc ça, c'est vraiment une ligne de code que j'ai trouvée sur le net. J'ai simplement fait un copier-coller. Et si jamais on regarde de nouveau, maintenant, on a du texte. On va supprimer les doublons sur la commune. Subset est égal commune et on garde le premier dans le cas d'un doublon. J'exécute la ligne et enfin on va créer notre colonne keyword qui est absolument indispensable pour la suite des opérations. On crée une nouvelle colonne keyword, on va mettre restaurant à proximité de plus le nom de la commune. Et vous voyez qu'on a bel et bien notre nouvelle colonne keyword. Enfin, tout ce qui reste à faire, c'est de sauvegarder nos changements dans un fichier que l'on va appeler sobrement communefinal.xlsx. Et si on jette un œil, ça donne quelque chose comme ça. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a nos keywords, on a dit que l'idée c'est de les insérer les uns à la suite des autres et par la suite d'extraire les données. Ça, c'est quelque chose que l'on va faire via un template. Je vais utiliser un template d'Octoparse pour faire ça. Et le template que l'on va utiliser, il se situe normalement dans Maps, si ma mémoire est bonne. On scrolle un petit peu et on va utiliser Store Informations Google Maps. On va cliquer sur Try It, encore une fois sur Try It. Et là, vous allez insérer un page size, c'est-à-dire grosso modo le nombre de données maximum que vous souhaitez avoir. Donc on peut mettre 1000. Et vous allez insérer vos keywords. La chose qui est vraiment pénible, c'est que vous êtes limité à 10 000. Donc il faudra faire 10 000 par 10 000. En d'autres termes, si vous en avez 33 000, il va falloir créer 4 tâches comme ça. Pour l'exemple, vous pouvez en prendre une dizaine et les insérer, donner un nom à votre tâche et cliquer sur Start. Par la suite, vous cliquez sur Standard Mode en dessous de Run in the Cloud. A few moments later. Quelques instants plus tard, pour être plus exact, quelques jours plus tard, parce que ça a pris jusqu'à 2 jours et 15 heures, on a nos données, donc vous pouvez cliquer dessus pour vérifier un peu à quoi elles ressemblent. Nous avons exclusivement des données qui apparaissent sur Google Maps, donc sur les fiches Google Maps. On n'a du coup pas d'enrichissement, pas d'adresse email et pas d'autres informations complémentaires. Et on a du coup 4 fichiers séparés. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à exporter vos données. Et si on jette un coup d'œil un petit peu plus attentif, il y a quelque chose qui me dérange ici. Et c'est au niveau des horaires d'ouverture. On a une colonne horaire d'ouverture, mais en réalité, on n'a qu'une seule horaire d'ouverture qui correspond en réalité à la première ligne qui est notée sur la fiche Google Maps et non pas à l'entièreté de la grille. Avouez, vous avez cru que c'était terminé, mais non, pas totalement. Parce que certes, on a réussi à supprimer les doublons par tranche de 10 000 keywords, mais on n'a pas supprimé l'entièreté des doublons lorsque l'on regroupe les 4 fichiers en un. Et vous avez compris, c'est la raison pour laquelle il va de nouveau falloir concaténer les 4 fichiers en un seul, et par la suite, on va supprimer les doublons. Mais à vrai dire, on va supprimer ces doublons non pas sur l'entièreté des colonnes, mais uniquement sur 2 colonnes spécifiques, à savoir le nom du salon, donc le nom du restaurant, ainsi que la localisation. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que justement les horaires d'ouverture peuvent varier. Parce que si vous avez scrappé les restaurants un jeudi, vous aurez les horaires d'ouverture du jeudi. Mais si vous avez scrappé des restaurants un vendredi, vous aurez les horaires d'ouverture du vendredi. Vous l'avez compris. Juste pour le fun, si jamais on regarde final, vous voyez qu'on a 68 389 lignes. Et si on enlève les doublons, on devrait avoir quelque chose comme 52 658 lignes et on a 7 colonnes qui correspondent respectivement à la catégorie, au titre, à la note, au nombre d'avis, à la localisation, les horaires d'ouverture et le téléphone. 52 000 x 7, ça fait à peu près du 350 000 cellules, voire peut-être 360 000, 365 000 dans ces eaux-là. Enfin, vous sauvegardez votre résultat dans un fichier Excel. Et voici ce que ça devrait vous donner. C'en est terminé de la méthode dite débrouille. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec la méthode scrap.io. Vous vous souvenez, on avait dit au début de la vidéo que la méthode scrap.io pouvait permettre de scraper Google Maps sans avoir de compétences techniques, sans devoir installer un logiciel, sans devoir écrire une seule ligne de code, que ce soit via Pandas ou autre. En bref, sans devoir supprimer des doublons et sans devoir créer la structure du scrapper. Mais alors, qu'est-ce que donne cette méthode en termes de résultats
et qu'est-ce que vous pouvez en espérer. Voici le résultat final en Excel d'un scrap de restaurant sur la France entière. On avait via la première méthode quelque chose comme 52 000 lignes et ici on en a une bagatelle de 139 170. Et en termes de colonnes, on en avait 7 auparavant et là on en a très précisément 44. Je les ai comptés pour vous, ne me remerciez pas. Ce qui donne, si on fait une multiplication basique, 139 000, disons 140 000, ça doit donner 5 600 000, peut-être 6 millions de cellules au total. Mais avant qu'on s'attarde sur le résultat final, on va un peu se pencher sur comment l'obtenir. Ce que vous devez faire, c'est aller sur scrap.io, écrit comme ça, on ne peut pas faire plus simple, et vous avez un aperçu de la facilité avec laquelle vous allez extraire vos données. Vous devez simplement insérer une activité, donc une catégorie. Nous avions parlé de restaurant, il me semble. Je clique sur restaurant, je clique sur une ville, par exemple Paris, et puis je vais faire un simple rechercher. Et si je scrolle un petit peu, on me dit qu'il y a 9116 leads. Mais vous allez très certainement me rétorquer que là, on n'a pas fait un scrapping sur une ville, mais on a fait un scrapping sur un pays entier. Mais ça aussi, c'est prévu. Tout ce que vous devez faire, c'est cliquer sur se connecter et vous avez par la suite la possibilité de vous créer un compte, juste ici. Et une fois que vous êtes créé un compte, vous aurez accès à votre tableau de bord. Jetons un œil si vous voulez bien. Et voici à quoi ça va ressembler. C'est exactement la même chose, sauf que vous avez plus de filtres. Vous pouvez cibler des restaurants à l'échelle d'une ville, comme on l'a fait avec Paris, mais également à l'échelle d'un département. Ça peut également être à l'échelle d'une région, remarquez, ou ça peut être à l'échelle d'un pays entier. Donc là, on a pris l'exemple de la France, mais croyez-moi, des pays, c'est pas ce qui manque. Par la suite, vous faites un simple rechercher et on vous dit qu'il y a environ 10 000 résultats et plus. On en a en réalité 140 000, alors qu'on en avait eu 52 000 pour la première méthode. C'est la raison pour laquelle on l'appelait la méthode débrouille. C'est parce qu'on peut certes se débrouiller pour avoir quelque chose le plus exhaustif possible, mais jamais on n'atteindra l'exhaustivité. Après, libre à vous de ne pas sélectionner toutes les données. Parce que ces données, vous pouvez les filtrer également. Je peux cliquer sur filtrer et je vais me dire, est-ce que je souhaite les restaurants qui sont fermés? Bah non, je ne souhaite peut-être pas les restaurants qui sont fermés. Est-ce que je souhaite les restaurants qui ont un site internet? En fonction de ce que vous voulez leur proposer, oui ou non. Est-ce qu'ils ont un téléphone? Est-ce qu'ils ont une adresse email? Est-ce que je recherche des liens vers des réseaux sociaux? Et si oui, lesquels? Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn. Peut-être que je recherche également une gamme de prix, parce qu'on ne va pas traiter de la même manière un restaurant McDo du restaurant de Cyril Lignac. Peut-être en termes d'une note, parce qu'il y a des restaurants qui se font saquer en termes de notes, mais au-delà de 4 étoiles sur 5, c'est quand même très honorable. Peut-être en termes du nombre d'avis. Si vous avez 5 avis, c'est pas la même chose que si vous en avez 500. En termes du nombre de photos également. Cela peut donner une indication sur l'effort qu'a mis le restaurant pour soigner son image. Est-ce qu'il y a un formulaire de contact présent sur le site internet? Ça, c'est vachement utile parce qu'à l'inverse d'une adresse email, un formulaire de contact a normalement une délivrabilité de 100%. Et qu'en est-il des pixels publicitaires? Une fois que vous avez les filtres que vous souhaitez, il ne vous reste plus qu'à exporter vos données. Vous allez donner un nom à votre export et vous allez également indiquer les colonnes que vous souhaitez exporter. Ça, on le verra dans un instant. Et par la suite, vous cliquez sur exporter. Pour ma part, si je regarde dans mes exports, j'ai déjà lancé un scrap sur l'entièreté des restaurants en France. Là, j'en suis à 50 000 lignes. C'est la raison pour laquelle on va se baser sur le fichier qui est déjà complet. Tout ça pour vous dire qu'à la fin, vous avez la possibilité de télécharger vos datas dans un fichier CSV ou Excel. Et au final, vous avez ce résultat-là. Penchons-nous un petit peu plus dessus. On a le nom du restaurant, on a si le restaurant est fermé ou non, on a le type principal et tous les types, donc grosso modo la catégorie principale et les catégories annexes. On a le site internet, qui était une information que l'on n'avait pas eu précédemment et qui est une information capitale. Parce que c'est à partir de ce site internet que l'on va pouvoir faire de l'enrichissement. C'est-à-dire que l'on va visiter le site internet pour récolter tout type d'informations, notamment les informations liées au SEO, mais également à d'autres moyens de prospection. Je pense notamment à l'adresse email ou aux réseaux sociaux. On a du coup le site internet dans la page d'accueil, on a le numéro de téléphone, on a l'adresse complète, et on a également l'adresse complète subdivisée. Dans notre première méthode, on avait uniquement l'adresse complète sans filtre, mais là, on va pouvoir le filtrer sur l'adresse tout simplement, également sur la ville, sur le code postal, ou sur le département, sur la région, etc., etc. On enchaîne un petit peu plus, on a également les coordonnées, la longitude et la latitude. On a l'URL, plus spécifiquement l'URL de la fiche Google Maps, le nom du propriétaire, l'adresse email,
Alors en réalité, je vous ai menti, on devrait plutôt parler d'adresses email parce que lorsqu'il y en a plusieurs, elles sont également notées. Je vous avais parlé également de réseaux sociaux, les voici. S'il y a un lien Facebook, il est noté. S'il y a une chaîne YouTube, elle est notée également. Twitter, Instagram, LinkedIn, la gamme de prix, les avis et le nombre d'avis par note, qui encore une fois est une information supplémentaire que l'on n'avait pas eu précédemment. On peut du coup voir qu'il y a 346 personnes qui ont eu une très mauvaise expérience dans ce restaurant. Le nombre de photos, l'URL de quelques photos qui sont répertoriées dans une autre colonne à la fin. On a les horaires d'ouverture et cette fois-ci l'entièreté des horaires d'ouverture et pas uniquement l'horaire d'ouverture d'aujourd'hui. S'il est revendiqué sur Google Maps, on a également d'autres caractéristiques. Alors ça de mémoire, c'est ce qui est affiché sur la fiche Google Maps. Je vous mettrai un screenshot pour que ce soit plus parlant. Le titre du site, donc ça y est, on rentre un petit peu dans des caractéristiques de SEO. Les méta keywords, lorsqu'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et auquel cas, ça peut être une superbe opportunité pour proposer des services dans ce sens. La meta description, la meta image, meta generator, la langue du site, les autres emails comme prévu, jusqu'à 5, en réalité jusqu'à plus en fait, que lorsqu'il y en a plus, ils sont notés ici. Et les pages de contact, on l'a dit, le principal avantage des pages de contact, c'est principalement la délivrabilité. Également, tous les liens Facebook, YouTube, Twitter, Instagram et LinkedIn lorsqu'ils sont présents, lorsqu'il y en a plusieurs. Les technologies du site, on sait par exemple que cette personne utilise un reCAPTCHA, on sait qu'il utilise Elementor qui est disponible sur WordPress de mémoire, ici on a du WooCommerce, etc., ainsi que pour terminer, les pixels publicitaires. Voici pour un peu un tour d'horizon de ce que vous pouvez accomplir avec Scrap.io. On le rappelle, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur Scrap.io. Le lien est également en description. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur Scrap.io et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous mentionner dans les commentaires ou alors directement à aller voir du côté de notre support client. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine.